Europe 1. Le journal de 6h présenté par Émilie Dez. Bonjour Émilie. Et bonjour Lionel, bonjour à tous. La France fait face à sa première vague de chaleur. 41 départements de la moitié sud sont en alerte canicule. Ils seront 45 à midi. Hier, 40,6 degrés ont été relevés dans l'Hérault, 40,1 en Ardèche. Le mercure devrait de nouveau flirter avec les 40 aujourd'hui. La vague de chaleur partie du sud s'étend au nord. Jérôme Lecou est prévisionniste à Météo France. Nous avons une dépression positionnée au niveau du Portugal et qui engendre des remontées d'air chaud de la péninsule ibérique et de l'ouest du bassin méditerranéen en direction de la France. C'est une vague de chaleur assez classique pour cette période de l'été avec effectivement de l'air bien chaud à 30-35 degrés, voire plus, qui affecte particulièrement les régions du sud-ouest qui déjà depuis la journée de dimanche connaissent des températures très chaudes à la fois la nuit et puis la journée. Mais la chaleur continue à remonter vers le nord jusqu'à la Loire, voire même un peu au-delà, puisqu'on aura des températures de 35 à 36 degrés sur les 2 tiers du pays, y compris en région parisienne. Jérôme Lecou, prévisionniste à Météo France, joint par Camille Moreau. Et donc forcément avec cette chaleur, la végétation est très sèche. D'ailleurs, un incendie s'est déclaré hier après-midi à la frontière de l'Hérault et de l'Aude. Près de 50 hectares de pins et de garrigues sont partis en fumée près de Montoulier. Le feu est désormais circonscrit. Il n'évolue plus grâce à la mobilisation de plus de 300 pompiers. Il n'y a aucun dégât matériel à déplorer. Alors on le disait, la chaleur qui gagne aujourd'hui Paris et sa région, où se tiennent les Jeux Olympiques. Et certaines épreuves organisées cet après-midi seront particulièrement exposées au soleil. Les tribunes temporaires installées sur les différents sites olympiques ne sont pas ombragées pour la plupart. La région va donc distribuer eau et chapeaux aux spectateurs. Des spectateurs qui ont pu assister à une sacrée moisson de médailles hier. 16 médailles, je vous le disais, au total pour la France, qui est deuxième donc au classement à l'issue de cette troisième journée des Jeux. Une journée incroyable pour les Français. Judo, escrime, VTT, équitation. L'équipe de France olympique a remporté pas moins de 8 médailles hier. Les Jeux sont parfaitement lancés pour les Bleus, Martin Lange. Oui, journée de rêve hier pour le sport tricolore, conclue par une finale franco-française au sabre. Manon Apiti-Brunet en or, Sarah Balzer en argent, les 7e et 8e médailles de la délégation ce lundi. C'est tout simplement du jamais vu depuis 100 ans et les derniers Jeux à Paris en 1924. Même Victor Koretsky, médaillé d'argent en VTT, n'arrive pas à citer toutes ses breloques. Tir à l'arc, judo, et puis au escrime aussi j'ai vu argent et or, c'est énorme. Franchement, c'est une super belle journée et on progresse dans le tableau des médailles et j'espère que ça va continuer comme ça. Avec 16 médailles ce matin, la France est deuxième au tableau des nations derrière le Japon. Plus que jamais en course pour le top 5, son objectif affiché. Et selon Nicolas Gestin, l'un des héros d'hier, titré en canoë, c'est loin d'être terminé. C'est sûr que la ferveur va nous porter, va les porter j'espère et ça va scorer parce que le public, vu ce qu'il m'a donné, c'était la moindre des choses de lui rendre l'appareil comme ça. Un public époustouflant sur tous les sites et qui pousse les athlètes tricolores. C'est l'une des clés de la réussite. D'ailleurs, ils étaient encore 25 000 hier soir au Club France minuit passé pour accueillir les héros du jour. Martin Lange pour Europe 1. C'est the place to be, le Club France en ce moment. D'ailleurs, il y a des Français qui peuvent à nouveau briller aujourd'hui. Oui, la judokate Clarisse Agbenienou espère conserver son titre dans la catégorie des moins 63 kilos. La Française va lancer sa compétition tout à l'heure à 10h à l'Arena Champ-de-Mars dans les bassins. Après sa médaille d'or en 400 mètres 4 nages, Léon Marchand prend part aujourd'hui aux séries du 200 mètres papillon et 200 mètres brasse. Léon Marchand, champion du monde en titre en 200 mètres papillon. Son compatriote Maxime Grousset sera également en lice sur le 100 mètres nage libre, lui qui a été médaillé de bronze aux derniers mondiaux de Fukuoka l'an dernier. Pas de triathlon en revanche aujourd'hui, l'épreuve est reportée à demain à cause de l'eau polluée de la Seine. Ouais. Alors il y a une autre star pour ces Jeux Olympiques, je veux parler de la vasque olympique qui est installée dans le jardin des Tuileries. Marie-Josée Pérec et Teddy Riner l'ont allumée vendredi à l'issue de la cérémonie d'ouverture. Depuis samedi, les spectateurs peuvent venir admirer cette petite prouesse technologique made by EDF, Brieux-Bochet. Ils sont nombreux à immortaliser le moment. À 2 pas du Palais du Louvre, la vasque olympique attire les curieux et séduit. Marine et Valentin sont unanimes. Magnifique, c'est unique, c'est extraordinaire. C'est du jamais vu, je pense qu'on a fait très fort. Et donc ça, on peut en être fier. On verra ça qu'une fois dans notre vie. Et même si la flamme semble bien réelle, Fanch, lui, ne s'est pas fait avoir. C'est du faux. La flamme, elle est dans la petite lanterne là-bas, la vraie. Car il n'y a pas de flamme, mais une combinaison de brume et de lumière. En tout, ce sont 40 LED qui sont nécessaires pour donner l'illusion de la combustion. Et quand la vasque
vasque s'élève. Un câble de 60 mètres de long achemine l'eau et l'électricité. Une prouesse technologique jamais vue de la part d'EDF et les spectateurs sont conquis. Impressionnant, novateur, on ne s'attendait pas à ça. Technologiquement parlant, je ne sais pas si c'est compliqué, mais en tout cas, ça fait son effet. Et la flamme restera accessible pendant toute la durée des Jeux Olympiques, mais comme pour la Tour Eiffel, certains souhaiteraient même la voir rester après les Jeux. Brio Bochet pour Europe 1 pour voir la vasque olympique au sein même des Tuileries la journée avant qu'elle ne s'élève dans le ciel. C'est trop tard, tous les billets ont été distribués, mais la vasque est visible depuis la place du Carrousel du Louvre. D'autres billets pourraient être proposés prochainement. Europe 1, il est 6h06, pardon. Après la SNCF vendredi dernier, ce sont cette fois des réseaux de fibre optique qui ont été victimes de sabotage. Des actes de malveillance opérés dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont touché les installations d'SFR et impacté des opérateurs comme Free, notamment dans 6 départements. Les Bouches-du-Rhône, l'Aude, l'Oise, l'Hérault, la Meuse et la Drôme. Paris n'a pas été impacté. Les premiers éléments laissent penser à des actes de vandalisme simultanés et préparés. Tiffaine Dubois, il existe des ressemblances avec les sabotages qui ont visé la SNCF. Oui, ainsi pour l'instant rien ne les lie directement. Plusieurs éléments concordent. D'abord, évidemment, la concomitance, 72 heures seulement d'écart entre les deux sabotages. Ensuite, la simultanéité, comme pour la SNCF, plusieurs points du réseau de fibre optique ont été ciblés au même moment, 5 en l'espace de quelques heures. Enfin, autre élément troublant, la connaissance des lieux pris pour cible qui montre la préparation des actes. Pour Vincent Brouette, professeur spécialiste de la sécurité des systèmes d'information à Kedge Business School, c'est évident, il y a eu des repérages. Généralement, ce sont des sites techniques, donc derrière, vous pouvez avoir des risques d'électrocution. Disons qu'il faut connaître le terrain, il faut connaître l'endroit et il faut connaître la manière de faire. Ces actes-là, pour moi, c'est pas le premier venu qui peut commettre ce genre d'acte. Comme pour le sabotage de postes d'aiguillage de la SNCF, le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête. À elle de déterminer donc si les auteurs sont les mêmes ou s'ils étaient concertés. Et Tiffaine Dubuard pour Europe 1. L'actualité à l'étranger, c'est cette scène d'horreur hier en Angleterre. 2 enfants ont été tués et 11 personnes blessées dans une attaque au couteau. Ça s'est passé dans le nord de Liverpool. Le roi Charles III a présenté ses condoléances les plus sincères, qualifiant l'attaque de tout à fait horrible. Retour sur ce qu'il s'est passé avec Ewan Madec. Il est un peu plus de 11h hier matin dans la station balnéaire de Southport, près de Liverpool, quand un adolescent de 17 ans attaque au couteau les participants d'une activité de danse et de yoga pour enfants sur le thème de Taylor Swift. L'attaque est très violente, digne d'un film d'horreur selon un témoin. Outre les 2 enfants tués, 8 des 11 personnes blessées sont dans un état critique après les faits. Concernant l'assaillant, il a été arrêté et est actuellement en détention. À ce stade, les enquêteurs écartent tout motif terroriste, mais on ne connaît pas encore les raisons de cette attaque. Hier soir, Keir Starmer, le Premier ministre anglais, a présenté ses condoléances aux proches des victimes, déclarant que le pays tout entier est profondément choqué. Ewan Madec, le Royaume-Uni connaît une recrudescence des violences à l'arme blanche ces dernières années. Elles ont augmenté de 7% l'an dernier par rapport à l'année 2022. Elles ont presque été multipliées par 2 en 10 ans, selon l'Office national des statistiques. Le Royaume-Uni qui, tout autre chose, conseille à ses ressortissants de quitter le Liban par crainte d'une escalade entre Israël et le Hezbollah libanais. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a juré d'apporter une réponse sévère à l'attaque qui a tué 12 jeunes sur le Golan occupé. Plusieurs compagnies aériennes, dont Air France et Lufthansa, ont suspendu leur vol vers Beyrouth. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues du Venezuela au lendemain de la réélection du président Nicolás Maduro. Une personne a été tuée dans le nord-ouest du pays. 46 personnes sont détenues selon le directeur d'une ONG spécialisée dans la défense des prisonniers politiques. La réélection de Nicolás Maduro est contestée par l'opposition qui assure avoir les moyens de prouver la victoire de son candidat Edmundo González Urrutia. Selon son décompte, il a obtenu 6,27 millions de voix contre 2,7 millions pour le président sortant, proclamé vainqueur par le Conseil national électoral. La communauté internationale réclame une vérification du dépouillement. Les États-Unis maintenant, après avoir renoncé à briguer un second mandat présidentiel, Joe Biden entend bien laisser sa marque dans l'histoire. Il veut réformer la Cour suprême des États-Unis, réforme qui limiterait le mandat des juges et instaurerait des règles de conduite. Anne Toulouse, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Washington. Joe Biden veut attacher son nom à cette réforme alors que le temps lui est compté.
Une réforme de la Cour suprême est en effet le meilleur moyen d'entrer dans l'histoire puisque cela n'a pas été fait depuis 1869. La Cour suprême a le dernier mot sur les décisions de l'exécutif et du législatif et sa composition est un jeu de hasard. La Constitution prévoit que les juges sont nommés à vie pour garantir leur indépendance. Il faut donc qu'ils consentent à démissionner ou à mourir pour que le président puisse en choisir un. Les démocrates n'ont pas été favorisés par les départs récents. Ils doivent faire face à une Cour conservatrice qui les a scandalisés par des arrêts sur l'avortement ou la garantie d'une immunité présidentielle. Prudemment, Joe Biden n'a pas fixé une limite d'âge que certains voulaient à 75 ans, mais une limitation de mandat à 18 ans qui éliminerait 3 juges conservateurs. Le problème, c'est que pour exécuter ce plan, il faut avoir une majorité simple à la Chambre des représentants et 60 voix sur 100 au Sénat, 2 conditions qui ne seront pas remplies avant le départ de Joe Biden. Son héritage historique irait donc à Kamala Harris si elle est élue avec une majorité parlementaire. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Et puis tiens, on reparle de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. C'est une honte pour le candidat républicain Donald Trump, c'est ça ? Et oui, il a été très sévère en évoquant notamment la séquence qui met en scène des drag queens, un tableau que certains ont interprété comme une moquerie du dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Au JO de Los Angeles en 2028, si Donald Trump est président, il n'y aura pas de scène dépeinte comme ils l'ont fait l'autre jour, a-t-il assuré. Merci, c'était le journal des Milides. À tout à l'heure, Émilie. Il est 6h12 sur Europe 1. Très bon réveil à vous. Dans un instant, c'est la chronique Jeux Olympiques. Et ce matin, Céline Géraud revient et bien sûr les nouvelles médailles décrochées par le judo français hier. Et dans les